Alors, bienvenue à tous. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les internautes également qui se sont connectés pour ce deuxième webinaire de la journée de ces 24 heures pour rebondir, surtout 24 heures pour la relance économique dans notre pays. C'est une édition spéciale qui va durer toute la journée. Vous avez la possibilité de vous connecter il est encore temps, bien sûr, pour vous connecter sur les webinaires qui vous intéressent. Je vais laisser, avant toute chose, avant de démarrer ce deuxième webinaire, laisser la parole à William, qui est en back-office, je dirais, et qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement pour ceux qui n'ont pas encore complètement l'habitude de ces webinaires. Alors, William, dis-nous un petit peu comment fonctionne tout ça. Oui, bonjour à tous. Donc sur le côté droit de votre écran, vous avez la partie chat et la partie questions. Donc le chat, c'est pour discuter entre vous, hein, et les questions, c'est là où vous allez pouvoir écrire, poser vos questions. Donc pour les poser, vous avez un bouton qui se trouve tout en bas, qui s'appelle Poser nouvelle question. Vous écrivez votre question. Elle apparaît en ligne, et après, sur chaque question, vous avez un petit chiffre qui se trouve à droite avec une petite flèche qui monte. Et quand vous cliquez dessus, vous votez pour cette question. C'est une question qui vous intéresse vraiment, et vous souhaitez que nos intervenants puissent y répondre. Alors attention, si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Voilà. Et donc, à la fin de cet échange, nous prendrons les questions qui ont eu le plus de votes. Voilà. Si vous avez des soucis techniques de son ou de vidéo, vous avez un lien qui se trouve tout en haut. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous avez besoin. Voilà, c'est à toi Frédéric. Voilà, merci beaucoup William pour cette précision technique. Donc cette journée bien sûr est faite pour vous, donc n'hésitez pas à participer et à poser vos questions et on vous écoutera, enfin en tout cas on tentera, et les invités tenteront de vous répondre en fin de webinaire. Alors, cette thématique, c'est le cheminement des signaux faibles vis-à-vis de la santé physique et mentale des dirigeants, parce qu'évidemment, cette crise a provoqué et va malheureusement encore entraîner beaucoup de situations compliquées pour les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, et leurs dirigeants vont vivre des moments certainement douloureux qu'il va falloir tenter de supporter psychologiquement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des dispositifs pour accompagner ces personnes en détresse psychologique. On accueille sur ce webinaire 3 personnes. Tout d'abord, Isabelle Després, qui est coach de dirigeants et qui est également conférencière, qui est à Bordeaux en ce moment. Et puis, Olivier Torres, qui est président de l'Observatoire Amarok. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est cette babette-là. Et puis, il y a également Marc Bignet, qui devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est président du dispositif APESA, structure également comme Amarok, qui font partie de ce portail du rebond qu'on a eu l'occasion de présenter en ouverture avec le premier webinaire de la matinée. Alors, je vais laisser la parole tout d'abord à Olivier Torres. Donc, je le disais, vous êtes président de l'Observatoire Amarok. Vous travaillez avec Bernard-Marie Augustin, qui était également chercheur et doctorant à l'Observatoire Amarok. Présentez-nous un peu Amarok très rapidement, en quelques mots. Amarok est parti de la crise de 2008, comme beaucoup d'associations d'ailleurs du portail du rebond. Et j'avais écrit il y a 10 ans une tribune dans Le Monde que j'avais intitulée « L'inaudible et inavouable souffrance patronale ». Et je pense que j'avais mis la plume sur un vrai sujet dont on parlait peu. Et à la suite de ça, j'ai créé cet observatoire qui à la fois a vocation scientifique, où j'ai aujourd'hui dirigé les 8 thèses de doctorat sur les sujets entre entrepreneuriat et santé. Et on a mis en place aussi Amarok Assistance, qui fait de l'écoute pour prévenir le risque d'épuisement professionnel des chefs d'entreprise. Alors, il y a une étude qui est parue récemment dans la Tribune là, qui révèle que les entrepreneurs ont, pendant cette crise, qui n'est pas encore complètement terminée, été atteints par un risque accru de burn-out, la peur de déposer le bilan, la boulimie, tout ça, de ces recherches d'informations par essence très anxiogènes. Alors, expliquez-nous un petit peu cette situation. Alors oui, Amarok a passé sa vie depuis 10 ans à mesurer la santé des chefs d'entreprise. On ne pouvait pas ne pas la mesurer au moment où on avait le plus besoin de nous, je dirais. Et donc, on a lancé une enquête nationale avec les réseaux consulaires, que ce soit CCI, CMA, la Fédération française du bâtiment. Et on a eu 1925 chefs d'entreprise qui ont répondu à notre questionnaire.
Ce qui d'ailleurs est dans notre histoire la plus vaste enquête qu'on ait jamais réalisée. Et les résultats sont tombés il y a une quinzaine de jours, donc je vais vous les livrer rapidement. Et pour ça, j'ai préparé quelques diapositives et je sais que M. Pro va maintenant présenter les premiers éléments. Voilà, donc d'abord, une phrase que je dis où que j'aille, c'est que le capital santé du dirigeant, c'est vraiment le premier capital immatériel d'une PME-TPE. C'est-à-dire qu'on voit bien en comptabilité, on parle tout le temps du capital immatériel financier, du capital immatériel marketing, les marques, etc., la formation. Mais la santé du dirigeant, surtout en PME-TPE, hein, c'est essentiel. Quand Christophe de Margerie, Total, est décédé il y a 3 ans en Russie, 48 heures après, il était remplacé. Quand Édouard Michelin est mort d'une noyade en 2006, l'action Michelin a perdu moins de 1%. Mais dans une toute petite structure, quand le dirigeant a un souci de santé, c'est immédiatement une déstabilisation du système de gestion dans son ensemble. D'où l'importance de travailler, et notamment à Maroc, travaille de plus en plus avec les services de santé au travail pour essayer de faire rentrer dans ce monde-là, qui s'est historiquement intéressé uniquement qu'à la santé des salariés, à la santé des travailleurs non salariés. Alors, premier résultat de cette grosse enquête, c'est que, vous le voyez, le risque d'épuisement professionnel a augmenté. On est passé de 2,9 à 3,39. C'est une échelle qui va de 1 à 7. Et l'échantillon de 2019, qui est en noir, était représentatif. Et là, celui qui est en rouge, c'est l'échantillon Covid qu'on a mesuré il y a une quinzaine, 3 semaines. Mais alors, si vous regardez bien dans le détail, vous voyez que les 2 facteurs qui ont le plus augmenté, c'est l'impuissance et le sentiment d'être coincé, qui sont en général des déterminants plutôt faibles quand on mesure l'épuisement professionnel. C'est-à-dire l'épuisement du chef d'entreprise, homme comme femme en général, c'est ce qu'on appelle l'épuisement du combattant. On parle de burn-out frénétique, c'est-à-dire je travaille énormément, je suis fatigué, je dors mal et parfois je suis un peu trop déçu parce que j'ai tellement donné, j'ai pas assez de choses en retour. Là, pendant le confinement, on ne sera pas surpris. C'est le non-travail, l'empêchement. Nous, on parle de burn-out d'empêchement qui a été constaté, c'est-à-dire l'impuissance et le fait d'être coincé. Ce qui fait que vous différenciez d'ailleurs du burn-out d'épuisement, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est une forme d'épuisement. Les chefs d'entreprise ont tellement l'habitude d'agir que le jour où on les a empêchés d'agir, pour X raisons, ça les a épuisés aussi, hein, et de manière assez forte. Alors là, bien évidemment, là où on peut être un peu plus optimiste, c'est que si on arrive à redonner une capacité d'action aux entrepreneurs, ce niveau-là va se rabaisser assez rapidement. Deuxième facteur que je voulais porter à votre connaissance, alors deuxième diapositive, troisième plutôt, Monsieur Pro m'entend, j'en suis sûr, il va projeter la diapositive suivante. Monsieur Pro, allô? Oui, William va sûrement… Voilà, décret de la volonté. Et oui, alors ça je dirais que c'est peut-être la bonne nouvelle dans l'océan négatif dans lequel nous sommes. J'ai intitulé ça « Le décret de la volonté ». Vous avez peut-être remarqué que depuis la crise, le gouvernement a édicté 51 ordonnances. Et il fallait que l'État se réadapte très rapidement. Nous avons mesuré des traits psychologiques chez nos 1925 entrepreneurs. L'optimisme, l'auto-efficacité, la capacité à s'adapter, à résoudre des problèmes, etc. Et alors, je ne sais pas si c'est bien visible sur l'écran, mais à l'exception de l'optimisme, qui lui a baissé, toutes les autres variables qui sont, j'aime bien le dire, salutogènes, c'est-à-dire bonnes pour la santé, elles ont augmenté. C'est-à-dire que, étonnamment, les entrepreneurs ont été empêchés, mais par contre, leur résilience, leur capacité d'adaptation, leur capacité à donner du sens à leurs actions, la capacité à conserver de l'espoir, l'auto-efficacité, c'est le fait de se sentir quand même efficace dans ce qu'on fait, ça a augmenté. Et ça, c'est un élément extrêmement protecteur. Et je pense que Mme Després, tout à l'heure, évoquera l'importance du soutien psychologique positif en matière d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, je vous le dirai, hein, il y a 2 démarches à suivre là prochainement à la suite de ces résultats. Mais je voudrais présenter un dernier élément, résultat. C'est donc la prochaine diapositive, ce qu'on appelle la vigilance entrepreneuriale. Alors, je passe le détail, c'est un concept central dans les théories de l'entrepreneuriat.
Si vous voulez, la vigilance entrepreneuriale, c'est la capacité d'un homme ou une femme à aller chercher de l'information, à connecter cette information pour faire émerger des idées et transformer ces idées en opportunités. C'est vachement important, puisque je dirais que l'essence d'un entrepreneur, quels que soient les secteurs, c'est justement de transformer les contraintes en opportunités et de saisir les opportunités. J'aime bien rappeler cette phrase de mon collègue, le professeur Messegen, de l'Université de Montpellier, qui dit souvent « l'entrepreneuriat, c'est la science de l'opportunité ». C'est vrai. Eh bien, regardez les chiffres. Vous avez, pendant cette crise, les chefs d'entreprise qui ont un niveau de recherche d'infos assez élevé, 3,55. Par contre, la connexion, c'est-à-dire la capacité de passer de l'information à l'idée, qui est un peu plus atrophiée. Mais le plus gênant, c'est que la capacité de passer de l'idée, qui est une production de l'esprit, une idée c'est bien, mais une idée sans lendemain, ça ne vaut rien. Ce qu'il faut après, c'est la mise en œuvre de cette idée, d'où l'importance d'ailleurs de l'accompagnement pour aider. Eh bien, on se rend compte qu'à ce moment-là, ben, les opportunités sont atrophiées. Et regardez le code couleur que j'ai mis. Nous avons fait des corrélations entre la phase d'information, la phase d'idée et la phase d'opportunité. Et ce que nous avons constaté, c'est la première fois qu'on constate ça avec Amarok, c'est que la phase d'information et d'idée était plutôt pathogène. Par contre, le passage à l'opportunité était salutogène, c'était en vert. D'où deux prescriptions de ma part. Alors, si on peut voir la diapositive suivante, c'est de dire aux entrepreneurs, attention, aujourd'hui, toute la capacité d'information est extrêmement anxiogène. Ne restez pas sans arrêt sous l'emprise des médias qui vous déversent sans arrêt de l'information négative. Regardez tous les jours à 20 h le professeur Salomon, c'est un confrère, mais c'est anxiogène. Regardez BFM TV qui vous met en boucle, en haut de l'écran, en bas, à côté, en bandeau, que des informations négatives. Au bout d'un moment, ça afflige le moral des troupes. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez pour conclure? Eh bien, pour conclure, c'est d'augmenter votre capacité d'opportunité. C'est-à-dire, essayer de réfléchir sur l'univers dans lequel nous sommes. Il y a forcément de nouvelles choses à expérimenter. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et je termine avec la diapositive ultime. Je dirais que les deux éléments importants, les deux voies à développer, c'est d'abord mettre en place des filets de sécurité. C'est ce que nous faisons avec Amarok, c'est ce que fait APESA, c'est ce que fait également SOS Entrepreneur, mais également promouvoir la vigilance entrepreneuriale. Et je sais qu'il y a beaucoup de réseaux, pour les citer, Second Souffle, 60 000 rebonds, Recréer, il y en a certainement d'autres qui font ça, mais l'accompagnement des entrepreneurs est aujourd'hui aussi une clé de voûte de la préservation de leur santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette étude très fine que vous avez menée sur ces comportements, sur voilà l'actualité des chefs d'entreprise et toute cette analyse que vous avez fait avec l'Observatoire Amarok. Merci beaucoup Olivier Torres pour cette analyse. Et effectivement, vous parliez d'un soutien positif dans tout cela, et ça, il est donné aussi un peu en amont avec notamment Isabelle Després, entre autres, qui est coach. Vous êtes coach de dirigeants. Expliquez-nous, bonjour. Soyez la bienvenue. Présentez-nous un petit peu votre action et notamment par rapport à des entrepreneurs qui sont en difficulté, qui se posent des questions, qui sont dans la tourmente, je dirais. Quel est votre périmètre d'action et auprès de quel public intervenez-vous? Et quel est votre commentaire justement en tant que coach sur la situation actuelle? Alors, idéalement, l'intervention, c'est avant la période critique, évidemment, puisqu'on a plus de temps, on n'est pas dans une surréaction. Alors, pour rebondir sur ce que disait Olivier il y a quelques minutes, je le rejoins complètement sur la notion de sentiment d'auto-efficacité qu'on appelle aussi le locus of control. Beaucoup de dirigeants ont un centre de contrôle interne, c'est-à-dire considèrent qu'ils ont des leviers d'action sur leur environnement, sur leur écosystème. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'environnement, l'écosystème, il est on ne peut plus aléatoire, imprévisible, incertain. Et donc, à la fois, il y a une grande dose d'action, une grande dose de courage de leur part pour essayer d'agir dans cet écosystème, mais en même temps, il y a un risque majeur
qui est celui de la perte d'action, du sentiment d'action, l'impuissance dont on parlait tout à l'heure, qui serait une impuissance acquise du fait du changement et du périmètre d'action. Alors, en tant que coach, ce que l'on fait sur des situations d'urgence comme celle-là, c'est la première étape, c'est d'évacuer émotionnellement ce sentiment d'impuissance. La première étape, c'est celle-là, de façon à ce que la rationalité, la prise de recul reviennent aux commandes et que les entrepreneurs ne soient pas envahis émotionnellement d'un sentiment de désespoir. Parce qu'on en voit effectivement en ce moment qui sont dans le désespoir. Mais ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Moi, je travaille beaucoup avec le réseau Initiative France actuellement, qui est en prise directe avec les 250 plateformes d'un accompagnement d'entrepreneurs qui sont installés et de créateurs également. Et les échos du terrain qui me remontent, c'est que ces créateurs et ces entrepreneurs, ils ne sont pas si mal que ça finalement, et qu'ils ont un enthousiasme, mais un vrai enthousiasme débordant qui est assez surprenant dans le contexte d'aujourd'hui et qui est lié à ce sentiment d'auto-efficacité. Alors, il faut travailler effectivement positivement là-dessus. Nous, on fait des petits exercices très pratico-pratiques en tant que coach, dirigeant. Ça s'appelle travailler sur ce qu'on appelle le cercle d'influence, que vous avez appelé autrement dans vos slides tout à l'heure. C'est la capacité en fait de travailler sur ce qu'on appelle les périmètres qui pourraient paraître aujourd'hui dans une zone floue et dans une zone d'incertitude, de façon à identifier très très rapidement les leviers d'action que l'on peut avoir sur n'importe quel sujet qui se trouve dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment un travail de dentelle, si on peut l'exprimer ainsi. On ne peut pas généraliser, c'est ça que je veux dire. Donc, chaque réseau actuellement, et notamment le réseau Initiative France que j'accompagne, le fait au cas par cas, en s'ajustant à chaque situation d'entrepreneur. Donc, il y a un vrai travail, un exercice en fait à mettre en œuvre, de façon à retrouver ce sentiment d'influence sur son environnement. Parce que ce que vous observez, en fait, globalement, c'est qu'en ce moment, évidemment, les entreprises se portent pas trop mal. Enfin, certaines d'entre elles, il y a, on le sait, ces aides financières, il y a ces décalages de charges, etc. Donc, mais les chefs d'entreprise sont plutôt dans l'opérationnel, plutôt, et pas du tout dans le psychologique, en fait. Alors, c'est un grand travers, justement, des entrepreneurs. C'est ce côté, je ne tiens pas assez compte de ma psychologie, parce qu'en fait, on est envahi émotionnellement. On a tous des émotions. On ne peut pas considérer qu'on est un être sans émotion. Et le fait de ne pas tenir compte de ces émotions, c'est quelque part de se priver d'une partie de son intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ce qui permet de dégager plus de décisions intuitives. Et donc, se priver de ce levier-là, c'est se priver de sa capacité à capter les signaux faibles, par exemple, d'un environnement changeant. Le sentiment d'auto-efficacité ne doit pas négliger l'aspect qu'on peut qualifier d'irrationnel que sont les émotions qui permettent de capter énormément plus de choses pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont un peu ces signaux faibles, justement? Alors, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas quelle est la personne suffisamment informée pour dire que notre écosystème, que ce soit sur le plan politique, sur le plan des grandes entreprises et grands donneurs d'ordre, on ne sait pas comment ce système-là, cet écosystème va réagir. Et donc, moi, j'invite les personnes que j'accompagne à avoir ce que j'appelle un moment de suspension, c'est-à-dire suspendre une des qualités premières qu'ont les dirigeants, qui est la capacité à décider rapidement. Parce qu'on a besoin de rassembler de l'information pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et dans cette information, il y a aussi le niveau émotionnel de l'environnement. Comment les consommateurs vont-ils réagir sur le terrain? Comment mes partenaires grandes entreprises vont réagir? Vont-elles couper les vivres, ralentir leur paiement, limiter leurs commandes, etc. Et donc, une espèce de suspension observatrice qui permet d'évaluer l'écosystème de façon à pouvoir réagir le plus intelligemment possible. Et l'intelligence, ce n'est pas que l'intelligence rationnelle. La rationalité s'additionne à l'intelligence émotionnelle. Et ce qu'on va voir, et j'en suis intimement convaincue, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi je suis économiste à la base,
le grand travers de l'économie, c'est de ne pas tenir compte des émotions ou difficilement en tenir compte. C'est que la plupart des comportements, que ce soit des entreprises ou des individus, est basé sur des décisions finalement totalement irrationnelles où il y a un aspect émotionnel qui est extrêmement fort. Et alors, voilà. Oui, donc qu'est-ce qui peut se passer finalement concrètement? Vous avez des petits problèmes de lumière qui arrivent sur votre caméra, donc, et puis le soleil bouge par définition. Comment pourriez-vous expliquer un petit peu ce processus qui amène tous ces signaux faibles qui finalement amènent quelquefois, entraînent une somatisation et ensuite, voire, parlons-en, d'un burn-out et qui pourrait aller malheureusement plus loin jusqu'à un drame éventuel? Alors, le burn-out, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, c'est effectivement d'abord un épuisement professionnel. Sur la notion de l'impuissance dont on parlait tout à l'heure, un burn-out lié à l'impuissance, je ne l'appellerai peut-être pas personnellement burn-out, mais effectivement, il y a ces phénomènes-là. Ce qui est important, c'est de faire prendre conscience que nous avons des automatismes et des biais dans notre capacité à décider. Et les entrepreneurs adorent décider, et si possible, décider vite. Ils sont beaucoup dans l'action, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, se précipiter dans la prise de décision avec les biais qui sont les nôtres, lier une capacité de décryptage d'une situation qui a complètement changé, c'est commettre une erreur. Prendre le temps de la décision, observer, lire, effectivement, ne pas se laisser polluer par cet environnement médiatique extrêmement stressant. Se réattacher au sol, à son environnement, à son écosystème de proximité, faire le calme en soi, être dans l'instant présent, ce qu'on appelle en coaching l'instant présent, permet de faire émerger une intelligence plus large, une intelligence de situation plus large, qui va permettre de prendre des décisions qu'on peut qualifier de plus éclairées. Si je veux prendre une autre expression, je veux dire, c'est développer une autre connaissance. Connaissance, c'est naître avec ce que l'on a appris de l'ancien écosystème pour naître aujourd'hui au nouvel écosystème. Et donc, c'est détricoter peut-être ce que l'on a appris avant, être conscient de ses biais et de ses automatismes dans la prise de décision, pour pouvoir avoir une maturité plus large au naître sur l'instant présent, puisque l'écosystème a changé. Et donc, c'est une espèce de lâcher-prise dans l'envahissement émotionnel, lâcher-prise, pour pouvoir s'ouvrir à ce qui arrive, à ce qui advient. En fait, notre réalité n'est jamais qu'une construction mentale. Et donc, il s'agit d'essayer d'ouvrir pour voir une autre réalité qui permettra de prendre une décision plus éclairée. Je ne sais pas si j'ai été plus explicite, je l'espère. Si, non, mais tout à fait, et ça démontre quelque part, oui, d'ailleurs, le fait d'avoir une démarche vis-à-vis d'un coach comme vous, de pouvoir prendre un peu de recul, est-ce que c'est d'une certaine manière, ça démontre une forme un peu de lucidité? Prendre un coach, une lucidité? Oui, sûrement. C'est surtout une lucidité sur soi, c'est-à-dire j'accepte l'idée que les mécanismes et les automatismes que j'ai jusque-là sont peut-être à revisiter avec l'éclairage de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est très différent de ce qu'on a vu avant. On est dans une crise majeure, on est dans ce qu'on pourrait appeler une catastrophe, d'abord sanitaire, qui pourrait devenir une catastrophe économique. Il se passe énormément de choses autour de nous, très positives, comme par exemple la création de liens de proximité, la solidarité qui s'est renforcée, la centration sur ces liens familiaux, etc. Et des choses qui sont inquiétantes. Voilà. Et donc, être lucide, c'est accepter l'idée de détricoter ce que j'ai déjà pour pouvoir tricoter quelque chose de nouveau, mieux adapté au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Je suis en train de préparer un webinaire là-dessus. C'est tout à fait passionnant de travailler sur ce sujet-là, mais de voir que notre connaissance du passé n'est probablement plus adaptée à ce qui advient aujourd'hui.
Et donc, on a besoin de se suspendre quelques instants dans sa réflexion et dans ses automatismes pour penser différemment et agir différemment. Ne pas se précipiter. Il y a un premier levier dans l'efficacité des dirigeants qui s'appelle la maturité professionnelle. Ça, on ne change pas. Ils ont des réflexes, ils ont un savoir-faire, une expertise des entrepreneurs qui est formidable. Il y a un autre levier qui s'appelle la maturité émotionnelle. Elle est souvent peu travaillée dans l'entrepreneuriat. Il y a un troisième levier qui s'appelle la maturité relationnelle. Souvent, elle est pas mal développée, mais aujourd'hui, elle a besoin d'être configurée différemment. Et il y a un dernier levier qui fait le succès du dirigeant, c'est sa résistance physique. On n'en parle peut-être pas assez, on en parle avec Olivier quand il s'agit de travailler sur sa santé, mais il y a aussi le sport, par exemple. Le sport, on sait aujourd'hui que, par exemple, la course à pied est un facteur, je dirais, de ralentissement émotionnel, de stabilisation, d'ouverture, de développement même des neurones dans le cerveau pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de leviers et être un dirigeant qui accepte de se faire coacher, c'est j'accepte l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être revisitées pour devenir, je dirais, devenir ce qu'on a prévu de devenir, c'est-à-dire une personne plus complète, une personne plus ajustée. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est important d'être extrêmement ajusté à ce qui se passe. Merci beaucoup, Madame Després, sur toutes ces précisions d'un coach qui est vraiment au contact des entrepreneurs que vous représentez. Marc Bignet, je ne sais pas si vous nous entendez. Très bien, très bien. Voilà, c'est parfait. Bonjour Marc, vous êtes président du dispositif APESA. La souffrance, on l'a entendu, là, on peut agir quand on la connaît, mais expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce dispositif APESA, pour qui, à quel moment intervenez-vous, comment fonctionnez-vous? Eh bien, écoutez, alors merci pour l'organisation de cette journée qui est vraiment extraordinaire de rassembler autant de professionnels. Vous m'entendez bien? Oui, très très bien, parfait. Parfait. Bah, écoutez, alors voilà, je vais commencer par vous lire le message d'un chef d'entreprise que j'ai reçu hier. Je m'appelle Bruno, je suis un entrepreneur en faillite. J'ai travaillé, toujours travaillé, sans l'aide ni le soutien de personne. Aujourd'hui, je suis acculé par mes nombreux créanciers, par l'État, par l'URSSAF, par tout le monde au fond, et je sais qu'il n'y aura pas d'issue. J'ai froidement, définitivement décidé de me suicider. Partir serait pour moi un soulagement immense. Toutefois, j'ai une femme et une petite fille que je voudrais protéger avant de partir. Alors évidemment, quand vous recevez un message comme ça à 17h45, quand vous êtes au bureau dans un tribunal, eh bien c'est un peu compliqué. Et si vous regardez dans le code de commerce, le code de procédure civile et le code civil, eh bien il n'y a pas vraiment de réponse adaptée. Alors il faut effectivement… Pas grand-chose, j'imagine. Ouais. Il faut prendre sur soi. Et on voit bien que finalement, alors par rapport à une telle situation, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit on se dit, finalement c'est pas mon rôle, il y a bien un service qui va intervenir. Moi je suis greffier d'un tribunal de commerce, ça relève plutôt du domaine de la santé, etc. Et puis que fait l'environnement proche, que font les clubs de chefs d'entreprise qui devraient être proches de ces chefs d'entreprise en difficulté, que font les organisations professionnelles, etc. Les syndicats patronaux et finalement, on est confronté un peu en déshérence qui, en tout cas, traverse un grand moment de solitude. Donc, on a le choix. Soit on dit c'est quelqu'un d'autre interviendra, ou on essaie d'agir. C'est ce qu'on a fait avec APESA, en se disant finalement on n'est pas compétent, on n'est pas psychologue. En revanche, on ne peut pas être insensible à cette souffrance, ce désespoir. Et je pense qu'on peut même, on n'est pas très loin finalement aussi de la non-assistance à personne en danger si on ne fait rien. Et donc, on a créé ce dispositif avec Jean-Luc Douillard, qui est psychologue clinicien, spécialiste de la prévention du suicide, qui permet à des non-professionnels de la santé, quand ils sont confrontés à des situations catastrophiques comme celle que je viens de vous lire, qui est toute parfaitement authentique, c'est un message tout à fait authentique que j'ai reçu hier, eh bien, d'orienter ces personnes vers des professionnels dont c'est le métier, des professionnels de la santé mentale que sont les psychologues. Et depuis septembre 2013, on a pris en charge 3000 personnes. On a constitué un réseau de 2500 sentinelles sur le territoire national et APESA aujourd'hui rassemble plus de 1200 psychologues également sur tout le territoire national.
Avec notamment, vous nous le disiez, 400 personnes 400 psychologues qui sont d'astreinte, avec un certain nombre d'appels. Voilà, alors, exactement. APESA repose sur des sentinelles qui sont formées finalement à être confrontées à la situation que je vous ai décrite. Alors, qui sont ces sentinelles alors les sentinelles, justement, eh bien écoutez, les sentinelles, et c'est là où également on a parfois des surprises, parce que les sentinelles, ça peut également être des procureurs de la République. Voilà. Et en fait, la réponse à votre question elle est extrêmement vaste, puisque les sentinelles, ce sont toutes les personnes et les professionnels au contact d'entrepreneurs potentiellement en difficulté. Donc, c'est quoi, des chambres de commerce, des chambres de métiers? Ce sont les conseillers des chambres, effectivement, des chambres des métiers, des chambres de commerce, des banquiers, des experts comptables, des avocats, des mandataires judiciaires, des greffiers, des procureurs de la République, des représentants de la Banque de France. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, bien, lorsqu'on est confronté des décrets, c'est-à-dire que c'est assez rare, heureusement d'ailleurs, de recevoir de tels messages. En revanche, l'existence du site internet d'APESA permet aussi à des entrepreneurs de se tourner vers APESA. Lorsqu'on est confronté à cette situation, ça permet, avec l'accord de la personne, en établissant un contact, et déjà la prise de contact en elle-même est extrêmement positive. Elle a déjà aussi une vertu thérapeutique, parce que lorsque vous ne croyez plus à rien et que pendant des semaines ou des mois, finalement, on vous a dit qu'on ne pouvait rien pour vous, et qu'enfin quelqu'un vous dit certes, votre entreprise est extrêmement importante, mais il y a aussi autre chose qui est très important, c'est vous-même, et qu'on propose un soutien et une aide, déjà rien que ça, c'est extrêmement intéressant et positif, parce que ça permet de comprendre que finalement on compte encore, on a encore une valeur, au moins pour quelqu'un. Et alors l'inconvénient, donc, c'est que dans cette période de crise que l'on est en train de traverser, dans laquelle on sort peu à peu, c'est que les sentinelles ont un peu perdu le contact avec les entrepreneurs en difficulté compte tenu du confinement. Et donc, à la demande du ministère de l'économie, en partenariat avec CCI France, CMA France et avec le soutien d'Harmonie Mutuelle, nous avons créé un numéro vert, qui est donc le 0805 65 50 50, qui tous les jours de la semaine de 8h du matin à 20h, eh bien, permet aussi spontanément à un entrepreneur en grande difficulté psychologique, APESA signifie aide psychologique en souffrance aux entrepreneurs en souffrance aiguë, eh bien d'appeler ce numéro, d'être immédiatement en contact avec un psychologue du réseau APESA, qui, après une rapide évaluation, transmettra la situation à un psychologue du réseau pour une prise en charge plus approfondie. Ce numéro, peut-être ce numéro vert, 0805 0805 65 50 50. C'est-à-dire que si avec un peu de stylisation, si on rapproche les 5 au centre du numéro, ça fait SOS. D'accord. Voilà. Alors, quels seraient vos conseils? Parce que là, on arrive quasiment à la durée de notre webinaire, et j'aimerais quand même prendre quelques personnes pour des questions. Quels seraient vos conseils finalement dans cette… Les conseils que je pourrais modestement donner, et qui rejoignent d'ailleurs les propos qui ont été faits précédemment, c'est aussi de dire que évidemment l'entreprise n'existe pas sans l'entrepreneur, mais il faut malgré tout que l'entrepreneur ne fasse pas totalement corps avec son entreprise. C'est un grand classique chez les entrepreneurs de dire mon entreprise c'est mon bébé. Bon, c'est très bien, c'est très sympathique, mais lorsqu'on risque de perdre effectivement son entreprise, si c'est son bébé, ça devient dramatique. J'ai eu récemment un marchand de chaussures au téléphone qui ne pouvait plus exploiter compte tenu du confinement, etc. Et en fait, ce que j'ai aussi ressenti, c'est que en dehors de son existence professionnelle, eh bien c'était aussi quelqu'un qui n'imaginait plus exister autrement. Et en fait, je pense que c'est ça aussi un peu un des ennuis, des inconvénients du monde dans lequel on est. On n'a peut-être pas d'ailleurs le choix, et je ne porte pas de jugement. C'est que l'économie et l'activité professionnelle prend toute la place, et que quand elle risque de disparaître, eh bien c'est une angoisse absolument extraordinaire, parce que finalement on n'imagine même plus comment exister en dehors. Le conseil, je pense que ça serait aussi de relire certains ouvrages un peu de philosophie. De temps en temps, ça fait du bien pour aussi
quand même percevoir que le monde économique n'est pas un monde, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, un monde de bisounours. Et c'est aussi l'occasion de rappeler le rôle des institutions et notamment, par exemple, du tribunal de commerce qui est chargé de rétablir des équilibres entre quoi? Eh bien, finalement, entre la colère du créancier qui n'est pas payé et la souffrance du débiteur qui ne peut pas payer. Voilà aussi à quoi servent les institutions. Et alors, c'est évidemment, quand tout va bien, qu'il faut se renseigner sur quoi faire quand les choses vont mal. Et il faut aussi, dans cette période un peu compliquée, essayer de développer un art de vivre en temps de catastrophe. On peut y arriver, il y a des outils. C'est aussi dans cette période difficile que il y a aussi de nouvelles solidarités qui se créent, des choses que l'on croyait impossibles à réaliser, que l'on peut faire. Et il faut rester malgré tout confiant dans la vie, et rappeler aussi que souffrir, c'est mûrir et non pas mourir. Merci beaucoup, Marc Bignet, pour cette analyse et vos conseils sur ce sujet effectivement important et délicat. Et on gardera aussi l'idée de considérer quand même son entreprise plutôt comme un outil et non pas comme son bébé. Voilà. Alors, on va passer à quelques questions. Deux types de questions ressortent rapidement. Oui. On me demande est-ce que ce qu'a fait à Maroc, l'étude qu'a fait à Maroc, est disponible? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Oui, et j'ai même mis, si vous allez sur le site de l'Observatoire, vous m'entendez? Oui. Observatoire-amaroc.net. Vous pouvez télécharger l'étude sans problème. D'accord, parfait, merci. Parfait. Et on nous demande aussi beaucoup de questions pour Isabelle. Alors pour Isabelle Després. On nous demande, très intéressant, mais où est-ce qu'on peut voir le prochain webinaire dont vous avez parlé tout à l'heure? Je vais le diffuser en juin, donc je mettrai un lien sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et donc si vous me suivez sur LinkedIn, vous allez avoir le lien pour vous inscrire au webinaire. Très bien. Et pareil pour Marc et notamment la structure APESA, de pouvoir aussi retrouver les coordonnées via le site du portail du rebond. Voilà. Encore une toute dernière question peut-être Alors, William, c'était surtout ça, et c'est essentiellement ce genre de questions qui viennent. D'accord, voilà. D'accord. Très très bien, avec des intervenants de qualité comme ceux qu'on reçoit aujourd'hui. C'est intéressant de pouvoir les retrouver et de pouvoir apprécier toutes les parutions et tous les webinars qui peuvent se dérouler en ce moment sur ces thématiques. Écoutez, merci en tout cas à tous les participants de cette table ronde virtuelle. Merci à Isabelle Després, merci à Olivier Torres, merci Marc Bignet d'avoir participé à cet échange. Et puis, on vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs les internautes, et bien sûr pour les nouveaux webinars qui auront lieu dans la foulée, dans un petit peu moins de 3-4 minutes maintenant. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.